Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une loi qui est en train de redéfinir en profondeur la relation entre la couronne et les peuples autochtones au Canada. Il s'agit de la loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Et ce qui est fascinant, c'est que toute cette transformation juridique, elle est partie de seulement 2 recommandations. 2 appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation qui ont, en quelque sorte, mis le feu aux poudres d'une véritable refonte du droit. Alors, commençons par le commencement. Pourquoi cette loi? La Commission de vérité et réconciliation a été très claire dans ses appels à l'action 43 et 44. Pour aller de l'avant, il fallait un tout nouveau cadre, une nouvelle fondation pour la relation entre la couronne et les peuples autochtones. Et ce cadre, il s'inspire directement de la Déclaration des Nations Unies. Il faut voir ça comme un plan directeur international, une sorte de promesse mondiale basée sur des principes fondamentaux. La justice, le respect, la non-discrimination, bref, la bonne foi. Mais voilà le point crucial. Cette déclaration internationale, aussi puissante soit-elle, n'est qu'un guide. Sans une loi canadienne pour la reprendre, elle n'a pas de force obligatoire chez nous. Il fallait donc un véhicule légal pour l'intégrer dans notre propre système. Ce qui nous amène à la question du comment. Comment cette promesse internationale est-elle devenue une loi bien concrète au Canada? Le parcours, on va le voir, n'a pas été un long fleuve tranquille. Il y a eu une première tentative. Cette première tentative, c'était le projet de loi C-262. L'objectif était clair: aligner nos lois sur la déclaration et surtout rejeter explicitement les concepts coloniaux. Le projet avait un énorme soutien autochtone, il a été adopté par les députés, mais il a été bloqué au Sénat. Il est mort au feuilleton, comme on dit, c'est-à-dire qu'il a simplement expiré avec la fin de la session parlementaire. Mais après cet échec, le gouvernement s'est engagé à revenir à la charge. C'est ce qui a mené au projet de loi C-15, déposé fin 2020, et le symbole est fort, il est devenu loi le 21 juin 2021, la Journée nationale des peuples autochtones. Un parcours politique mouvementé, mais qui a fini par aboutir. Ce qui est remarquable dans cette histoire, c'est l'effort de collaboration derrière la loi. Imaginez, en pleine pandémie, plus de 70 séances de consultation virtuelles ont été organisées avec des partenaires autochtones de partout au pays. On parle donc d'un processus de rédaction vraiment collaboratif. Et cette collaboration a eu un impact très direct, très concret. Le préambule de la loi finale, ce qui en donne l'esprit, reflète les demandes des peuples autochtones, en rejetant, noir sur blanc, les fondements juridiques du colonialisme. Bon, maintenant qu'on a vu le pourquoi et le comment, voyons comment ça marche. C'est quoi le moteur de cette loi? Quelles sont les obligations qui la rendent si importante? En fait, tout repose sur 3 piliers, 3 actions clés. Premièrement, le gouvernement doit s'assurer que les lois fédérales sont compatibles avec la déclaration. Deuxièmement, il doit créer un plan d'action pour y arriver. Et troisièmement, il doit faire un rapport annuel sur les progrès. C'est simple, mais c'est puissant. Alors attention, l'alignement des lois, ce n'est pas un big bang juridique du jour au lendemain. C'est un processus. La loi est conçue pour être flexible, reconnaissant que des morceaux complexes comme la loi sur les Indiens, ça demande du temps et un travail de collaboration sur le long terme. Le plan d'action, lui, est très concret. Il ne s'agit pas de grands principes vagues. On parle de s'attaquer aux injustices, d'éliminer la discrimination systémique, de soutenir les personnes les plus vulnérables et de mettre en place des vrais mécanismes de surveillance pour que les droits soient respectés. Et pour s'assurer que tout ça ne reste pas lettre morte, il y a le fameux article 7. C'est le pilier de la reddition de comptes. Chaque année, le ministre de la Justice doit se présenter devant le Parlement et dire « Voici ce qu'on a fait, voici où on en est ». Ça assure une transparence et un suivi constant. D'accord, on a la théorie, mais les conséquences réelles, c'est quoi? C'est peut-être la partie la plus intéressante, voir comment cette loi, qui semble abstraite, a déjà un impact bien tangible sur le terrain et surtout dans les salles d'audience. Cette citation-là, tirée d'une décision de justice, en dit long. Les tribunaux ne voient pas cette loi comme un simple symbole. Ils la considèrent comme un outil d'interprétation qui les lie, qui les oblige à lire le droit canadien d'une nouvelle façon. Regardez ce contraste, c'est un véritable avant-après. Avant, pour reconnaître un droit ancestral, on utilisait le test Van der Piet, très critiqué parce qu'il figeait les cultures autochtones dans le passé, avant le contact avec les Européens. Maintenant, avec l'affaire Montour, guidée par la nouvelle loi, on a une approche moderne qui reconnaît les systèmes juridiques autochtones et leurs droits au développement économique d'aujourd'hui. Ça change tout. 2 exemples frappants. Dans l'affaire Monture, la Cour a reconnu les propres lois des Haudenosaunee. Et dans l'affaire Kebawek, un tribunal a statué qu'un organisme gouvernemental doit tenir compte du principe de consentement libre, préalable et éclairé.
Et ça, c'est un point absolument crucial. L'affaire Kebawek nous montre que la loi a un effet immédiat. Pas besoin d'attendre que le plan d'action soit terminé. Dès maintenant, elle renforce l'obligation constitutionnelle de la Couronne de consulter, avec pour objectif d'obtenir un consentement réel. Donc, pour résumer, la déclaration a maintenant plusieurs casquettes dans notre système juridique. C'est un outil pour interpréter les lois, un guide pour les décisions de l'administration et un cadre pour analyser les droits ancestraux et issus de traités. Elle est partout. Et pour qu'il n'y ait plus aucun doute, la Cour suprême du Canada l'a confirmé très récemment. Elle a dit clairement « La déclaration fait maintenant partie de notre droit positif interne. C'est le sceau d'approbation final qui cimente son pouvoir. » La loi sur la déclaration vient donc s'ajouter à un écosystème juridique déjà riche. Elle prend sa place aux côtés de la Constitution, des traités et des ordres juridiques autochtones eux-mêmes, comme une nouvelle source fondamentale du droit au Canada. Au final, il faut retenir que cette loi est tout sauf symbolique. La meilleure image, c'est celle d'une clé. Une clé qui a enfin permis de déverrouiller la Déclaration des Nations Unies pour la faire entrer et la rendre pleinement active et puissante ici, dans le droit canadien. Il n'y a pas de doute, une véritable transformation juridique est en marche. Les fondations du droit autochtone au Canada sont en train d'être repensées. Et la grande question qui se pose maintenant, c'est quelle sera la prochaine étape de cette évolution ?